J'étais chez moi avec ma famille. Comme je suis pratiquant, je n'avais allumé ni la télévision, ni la radio, rien. Je suis allé à la synagogue vers 8h30. Les gens courent vers moi. Viens vite, il faut faire quelque chose. Il m'a fallu des heures pour comprendre ce qui se passait. Nous avons un devoir envers notre peuple, envers nos civils. Et nous n'avons pas su les protéger. Les attaques du 7 octobre et la guerre dévastatrice qu'elles ont déclenchée à Gaza ont brutalement rouvert les plaies de décennies de conflits. The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. فلسطين وطننا كان لأحد أن يرحل فهم المحتلون الغاصبون. Alors qu'aujourd'hui, une paix durable semble de plus en plus lointaine, de hauts responsables politiques racontent comment leurs tentatives pour résoudre ce conflit ont échoué. Ce que Netanyahou a fait au vice-président Biden a été scandaleux. C'était une énorme gifle. Les secrétaires d'État américains sont attirés par le Proche-Orient comme un papillon par une flamme. Nous allons voir comment, durant 20 ans de négociations infructueuses, le Hamas a renforcé son pouvoir. Nous entendrons son dirigeant, tué 1 mois après notre entretien. J'ai prévenu Netanyahou et les Israéliens. Arrêtez de jouer avec le feu. Ce film reprend là où se sont arrêtées nos séries précédentes, qui racontaient l'histoire depuis la création d'Israël jusqu'à la deuxième intifada. En 2003, le Hamas frappe l'un de ses plus terribles coups. Un attentat suicide dans un bus à Jérusalem fait 23 morts et plus d'une centaine de blessés graves. Il s'inscrit dans le cadre de l'intifada, le soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne. Le président palestinien, Yasser Arafat, est accusé depuis longtemps de fermer les yeux sur ces attentats. We had arrested many of those who are behind these activities, but no one can give 100% results. Ariel Sharon, le premier ministre israélien, a coupé toute relation avec Arafat et son gouvernement. La décision qu'il va prendre déterminera le cours des événements à Gaza et bien au-delà pour les années à venir. De mon point de vue, Arafat est le père du terrorisme, vous comprenez? À mes yeux, ce n'était pas quelqu'un avec qui dialoguer. Et du moment qu'il n'y a pas d'interlocuteur, ni la moindre possibilité, si j'ose dire, d'enrayer le terrorisme, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait prendre des mesures pour changer la situation. Sharon décide de mettre fin à la présence d'Israël dans la bande de Gaza. Il n'expliquera jamais ses vraies raisons. Le projet est radical, mais il a besoin du soutien du principal allié militaire et financier de son pays. Sharon envoie son chef de cabinet à Washington. Au sein du gouvernement Sharon, nous considérions que le processus de paix était bloqué. Mais le monde entier faisait pression pour que nous acceptions la création d'un État palestinien. C'est dans ce contexte, ce climat, que j'ai rencontré Condoleezza Rice.
Dov Weissglass est entré dans mon bureau et il a dit « Nous avons un plan qui nous permettra d'avancer sur la question d'un État palestinien. » Je lui ai dit, Condi, cette décision est très sérieuse. Et pour Sharon, c'est aussi une question de survie politique. Dov Weissglass a présenté un projet de retrait unilatéral d'Israël de Gaza, c'est-à-dire le retrait de leur armée. Et, plus important encore, le démantèlement et le déplacement des colonies juives hors de la bande de Gaza. Il a commencé à employer cette formule. Israël va quitter Gaza et jeter les clés par-dessus la frontière. Autrement dit, il se lavait les mains de ce qui pourrait arriver ensuite. On s'est tous regardés en se demandant « Est-ce qu'on a bien entendu ?» J'estimais que si Sharon avait l'intention de céder des territoires, il fallait saisir cette chance. Personne ne pouvait mettre en doute son attachement farouche à la sécurité d'Israël. En 1967, alors jeune commandant, il joue un rôle déterminant dans la guerre des 6 jours. Israël s'empare à ce moment-là de vastes territoires. De la Cisjordanie à la Syrie et à l'Égypte, dont la bande de Gaza. Depuis, malgré les condamnations internationales, Israël implante des colonies partout dans les territoires palestiniens. En 2003, plus de 400 000 colons israéliens sont installés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. À Gaza, 7 500 colons vivent aux côtés d'environ 1 million de Palestiniens, confinés dans cette bande de terre. Sharon sait que tout retrait sera violemment contesté en Israël, y compris au sein de son propre parti, le Likoud. ברור שבהסכם קבע נצטרך לוותר על חלק מהיישובים היהודיים. התוכנית שלי, תוכנית ההתנתקות, היא תוכנית הביטחון הטובה ביותר. זאת התוכנית שלי ואני אעביר אותה. זאת התוכנית שלי ואני אעביר אותה. Ce n'était pas chose facile. Ce fut une décision difficile, peut-être une des plus difficiles qui soit. Mais c'était essentiel pour Israël. Sharon a déjà fait savoir qu'il appliquerait son plan sans consulter l'autorité palestinienne. Yasser Arafat réunit ses principaux conseillers. Nous nous sommes réunis pour décider d'une réponse. Cet homme avait annoncé qu'il allait se désengager de Gaza, quitter Gaza. Comment pouvions-nous nous y opposer ou exprimer des réserves? Instinctivement, beaucoup de dirigeants palestiniens ont à l'époque considéré cela comme un piège, une machination. Ils veulent lâcher Gaza pour s'emparer de la Cisjordanie. Les accusations, selon lesquelles le plan de Sharon ne serait qu'un prétexte pour renforcer sa présence en Cisjordanie, commencent à inquiéter l'administration américaine. Nous avons insisté sur le fait que ce retrait ne devait pas seulement concerner Gaza. Plus Sharon montrerait que son projet n'était pas de laisser tomber Gaza pour s'emparer de la Cisjordanie, plus nous allions pouvoir l'aider politiquement. Sharon accepte de faire un geste symbolique. Démanteler une poignée de colonies en Cisjordanie, en plus de toutes celles de Gaza. Il avait bien compris que pour obtenir l'accord du système politique israélien, il avait besoin d'obtenir une contrepartie.
C'est pourquoi il a voulu une reconnaissance de la part des Américains qu'une partie de la Cisjordanie reste israélienne après la signature de l'accord final. Il pourrait alors présenter comme ça une victoire. Nous avons fait des concessions minimes à Gaza, mais en contrepartie, nous obtenons un soutien bien plus fort de notre présence en Cisjordanie. Sharon obtient des Américains le soutien souhaité. Il commence à préparer le retrait et annonce que d'ici le mois d'août 2005, tous les colons devront être partis. Au mois de novembre, un tout autre événement bouleverse les Palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, s'éteint. Il était le symbole de la résistance depuis 40 ans. Le nouveau président palestinien est élu pour 4 ans. Il a une personnalité très différente. Le président Abbas était l'antithèse d'Arafat. Il ne croyait pas qu'on pouvait vaincre Israël par les armes. Quelques semaines plus tard, il rencontre Ariel Sharon en Égypte et annonce qu'il va mettre fin à l'intifada. أرييل شارون على وقف كافة أعمال العنف ضد الإسرائيليين والفلسطينيين أينما كانوا إن الهدوء الذي ستشهده أراضينا ابتداء من اليوم هو بداية لحقبة جديدة. Abbas et son équipe essaient de convaincre Sharon de présenter le désengagement de Gaza comme un aboutissement des négociations avec l'autorité palestinienne. J'ai dit à Dov Weissglass, je comprends pourquoi vous vouliez agir unilatéralement du vivant d'Arafat. Mais nous avons un nouveau président. Associez-nous à cette décision. Notre crainte, c'était que le Hamas déclare « Toutes ces années de négociations n'ont rien donné. Israël ne comprend que la violence, que la force. Pourquoi ne pas négocier ou même faire semblant de négocier ? Quelques séances photos, quelques déclarations, pour que mon équipe et mon patron, nous puissions annoncer publiquement que ce désengagement est le résultat de nos négociations. Sharon ne bougeait pas. Il disait, si on négocie avec les Palestiniens, ça n'en finira jamais. Ils auront sans cesse de nouvelles objections, de nouvelles complaintes, de nouvelles demandes, et on ne pourra jamais faire ce que j'ai déjà décidé. Weissglass nous a dit « Vous n'imaginez même pas la façon dont on doit en parler. Il faut s'exprimer en likoudish, qui est une langue que vous ne connaissez pas. Pour obtenir l'accord des membres du Likoud, nous devons leur dire « Nous faisons ça dans l'intérêt d'Israël, pas pour les Palestiniens. Nous nous fichons des Palestiniens. Nous ne discutons pas avec eux. » Partout en Israël, d'immenses manifestations contre le plan de retrait éclatent. Malgré les pressions de la droite, Sharon parvient à maintenir l'unité de son gouvernement. Une semaine plus tard, Israël entame le retrait de Gaza. Ses propres forces armées expulsent les colons qui refusent de partir. L'opération divise profondément le pays. Certains soldats vont jusqu'à refuser de démanteler les colonies. מתוך עוצמה ולא מתוך חולשה, אנו עושים את הצעד. על הפלסטינים מוטלת אותה חובת ההוכחה. עליהם להילחם בארגוני הטרור, לפרק את תשתיותיו ולהראות כוונות כנות לשלום, כדי שיוכלו לשבת איתנו בשולחן המשא ומתן. העולם ממתין לתגובה הפלסטינית.
Israël conservera le contrôle des frontières, restreindra l'entrée et la sortie des marchandises et supervisera le réarmement de la police par l'autorité palestinienne. Mais c'est désormais officiel, l'administration de Gaza est transférée aux Palestiniens. Dans les heures qui suivent, le Hamas célèbre le retrait comme sa victoire. Dès sa création, le mouvement revendique son affiliation aux frères musulmans égyptiens, mais aussi ses liens avec l'Iran. Il promet de détruire Israël par la résistance armée et de reprendre les terres qu'il considère palestiniennes. En réalité, Sharon cherchait à se débarrasser de Gaza, la plus petite partie des territoires palestiniens, qui avait la plus haute densité de population, pour étendre l'occupation en Cisjordanie et ainsi renforcer le contrôle d'Israël sur cette zone. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la résistance a contraint Sharon à modifier la stratégie israélienne d'occupation. Quelques mois plus tôt, Abbas a décidé d'organiser des élections législatives. Pour la première fois, le Hamas accepte d'y participer et annonce ce qu'il appelle une pause de la violence. Mahmoud Abbas entamait son mandat de président et il souhaitait que les forces de résistance lui accordent une période d'accalmie pour lui permettre de mener à bien sa politique. Pour nous, cela était inutile dans ces négociations et l'action politique devait se baser sur la résistance. Cependant, nous avons convenu avec les autres forces de résistance d'observer une trêve jusqu'à la fin de l'année 2005, c'est-à-dire durant 9 mois. Les élections, sur tout le territoire palestinien, auront lieu en janvier 2006. Abbas restera président quel qu'en soit le résultat, mais un nouveau Premier ministre sera nommé. 3 mois avant le scrutin, Abbas rend visite au président George Bush. La question a tout de suite été, vous allez avoir les élections législatives. Et le Hamas. Pour nous, c'était une organisation terroriste. Pourquoi participait-il à ces élections ? Abbas a répondu, « Écoutez, vous voulez des élections libres ? Qui est mon opposition ? C'est le Hamas. Si je les empêche de participer, ces élections seront totalement bidons. » Et j'ai demandé si le Hamas devait être autorisé à participer, s'il gardait les armes. Autrement dit, devait-on leur demander de renoncer à leur milice pour participer aux élections? Abbas a répondu « Non, ils refuseront de se présenter et ces élections ne seront pas légitimes. » Le bon sens nous disait que la participation du Hamas ferait tout dérailler. Mais vous imaginez, ça aurait été bien pire si on les avait empêchés de prendre part à ces élections. Elles étaient vouées à l'échec. Il y avait néanmoins un argument imparable qu'Abbas a lui-même utilisé, à savoir « Ils vont perdre, je vais gagner. Ils obtiendront peut-être 20% des voix. » Ça montrera non seulement que ces élections sont libres, mais aussi que leur soutien est faible. Et en plus, ça va diviser le Hamas. Car il y aura chez eux des gens armés, des terroristes, mais d'autres prendront goût à la politique. Ça va créer une scission dans le mouvement. Le président était, bien entendu, très engagé pour la démocratie et l'autodétermination des peuples. Le moment était venu, selon lui, de donner aux Palestiniens la possibilité de s'exprimer sur leur avenir. Il souhaitait donc le maintien des élections. La campagne électorale bat son plein. Tous les Palestiniens résidant à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sont autorisés à voter et choisir parmi une dizaine de listes. Le parti d'Abbas, le Fatah, peine à s'imposer, en dépit du soutien américain.
Il y avait un fossé entre la culture politique américaine et la culture politique palestinienne. Ils nous ont envoyé la personne qui a fabriqué la tribune pour le président Bush. Ça partait d'une bonne intention, mais c'était hors sujet pour notre culture politique. Tout le monde se fiche de l'esthétique d'une tribune. Je me suis rendu en Cisjordanie une semaine ou deux avant les élections. Le plus extraordinaire, c'était cette profusion de banderoles pour les candidats du Hamas. Et quand on cherchait celle du Fatah, rien. Des affiches sur les murs, rien. C'était incroyable. D'où venait ce savoir-faire du Hamas? Il n'avait jamais participé à des élections libres. Le Fatah présentait plusieurs candidats par circonscription. Le Hamas était discipliné avec un candidat unique pour chaque endroit et un seul message très clair. L'image du Hamas et de la résistance après l'intifada, nos sacrifices, le rôle joué par la résistance pour contraindre Sharon à quitter la bande de Gaza, tout cela, bien sûr, a joué en faveur de la résistance. Le Hamas a mené une campagne remarquable. Je me souviens d'une affiche très forte disant « L'Amérique est contre le Hamas, Israël est contre le Hamas. Et vous, vous êtes pour qui ?» Dites ça aux Palestiniens et ils votent pour vous. Le jour des élections, Abbas a de bonnes raisons d'être optimiste. Le scrutin s'est déroulé sans incident. Tout le monde a pu voter. Les sondages ne donnaient pas la majorité au Hamas, mais peut-être 30 à 40%. Le reste des voix allaient au Fatah. Of course we are optimistic because we have a democratic elections. Je me trouvais alors à Ramallah. J'ai été réveillée par la clameur de la rue. J'ai allumé la télé. Les journalistes annonçaient la victoire du Hamas aux élections. Je me suis ressaisie et je suis allée au ministère. Tout le monde était en état de choc. On se demandait, on fait quoi maintenant ? Quand je suis allée me coucher, le dernier rapport annonçait une victoire du Fatah. Je suis une lève-tôt et le lendemain matin, je faisais mon sport. Le bandeau des infos indique « Le Hamas remporte les élections ». Je me suis dit « Une seconde, je croyais que c'était le Fatah qui avait gagné. Comment est-ce possible ?» On a tous foncé au bureau pour tenter de trouver un plan d'action. Vous imaginez peut-être que nous avions deux scénarios. Si le Hamas gagne, on fait ceci. Si c'est le Fatah, on fait cela. Mais non. Personne n'avait de plan en cas de victoire du Hamas. Pour nous, ce n'était même pas concevable. Les États-Unis se sont retrouvés dans une position extrêmement difficile. Nous qui encouragions le développement des libertés, de la démocratie et des élections, pouvions nous désavouer ces élections parce que le Hamas les avait remportées. J'ai rencontré Abbas pour lui transmettre ce message de Washington. Y aurait-il moyen d'éviter de laisser le Hamas diriger le gouvernement ? Le président a dit aux Américains « Vous vouliez que nous ayons des élections libres et démocratiques. Et en voici le résultat. Je dois l'accepter et, comme nous, vous allez devoir en subir les conséquences. » Les États-Unis et tous les autres pays occidentaux refusent d'accepter la victoire du Hamas, tant que ce dernier ne rejette pas la violence et ne reconnaît pas l'État d'Israël. Le Hamas n'a pas désavoué la violence contre Israël. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à un État palestinien démocratique et pacifique. The Hamas party
has made it clear that they do not support the right of Israel to exist. And I have made it clear, so long as that's their policy, that we will not support a Palestinian government made up of Hamas. This new democracy that's emerging in the Palestinian territories must understand that you can't have a political party that also has got a armed wing to it. That democracies yield peace. Nous étions déconcertés, mais aussi indignés. Nous avons mené ce processus, et maintenant, vous en refusez le résultat. Où est la démocratie là-dedans? En quoi est-ce rationnel? Mais on nous a dit très clairement, ce résultat est incompatible avec nos principes et notre vision. Trouvez une solution, sinon on ne le reconnaît pas. Abbas doit maintenant choisir son Premier ministre parmi les membres du parti vainqueur, le Hamas. Ce sera Ismaël Haniyeh, le dirigeant du mouvement à Gaza. Son gouvernement aura en charge certains aspects cruciaux de la vie des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Mais les ministères du Hamas ne pourront recevoir directement aucune des aides internationales dont ils dépendent. L'argent devra transiter par le président Abbas et son parti, le Fatah. Nous misions sur un isolement du Hamas à Gaza. Soit il se réformait pour devenir un parti politique, un parti légitime, soit il restait isolé. Nous espérions un échec à Gaza et en même temps une réussite en Cisjordanie. Les Palestiniens résoudraient alors ce problème politiquement. En bref, les Gazaouis se débarrasseraient enfin du joug du Hamas. Les puissances occidentales ont voulu créer une rupture entre la présidence et le gouvernement du Premier ministre. La crise entre le Hamas et le Fatah éclate au grand jour. Aidé par les Américains, Abbas a commencé à former des milliers de recrues pour sa garde présidentielle, chargée du maintien de l'ordre à Gaza. Les combattants du Hamas refusent de reconnaître son autorité. Début 2007, les accrochages entre les deux camps ont déjà fait des dizaines de victimes. Les images de ces Palestiniens qui s'entretuent font le tour du monde arabe. Le plus puissant dirigeant de la région décide qu'il est temps d'intervenir. Le roi d'Arabie Saoudite, gardien des lieux les plus sacrés de l'islam, invite les deux parties à la Mecque pour tenter une réconciliation. Les Saoudiens versent beaucoup d'argent à l'autorité palestinienne. Leur refuser quelque chose était donc difficile, voire impossible. Le palais royal se trouve juste à côté de la grande mosquée, qui abrite la Kaaba, près des collines sacrées. Tout est au même endroit. Le roi Abdallah nous a reçus et nous a dit « Si vous ne signez pas un accord, vous ne serez pas autorisé à faire le petit pèlerinage de la Omra. » وكانوا ساكنين في بناية الضيافة في مكة وكنا نعمل زيارات مكوكية ما بين أبو مازن وجماعته من جهة وحماس ووفدها من جهة ثانية. Finalement, nous sommes parvenus à un accord. L'accord final stipule que le Hamas et le Fatah cesseront de faire couler le sang palestinien. Il souligne l'importance de l'unité nationale face à l'occupation israélienne. Et nous avons été autorisés à nous rendre à la Kaaba pour y effectuer le petit pèlerinage de la Omra. Ce moment a été d'une très forte intensité. Pour moi, c'était grâce à Dieu, grâce à la bénédiction de la Mecque et des lieux saints, que cet accord avait été scellé.
وهنأهم وقال اسمعوا أنا بشهد عليكم رب العالمين في بيت رب العالمين. ما أخذنا عدة أيام بعد ما تركوا المملكة العربية السعودية إلا تجينا الأخبار إن كل واحد يتنصل مما صار أو يبدأ يعمل عمليات يتآمر فيها على الآخر. En juin, le Hamas attaque par surprise les forces de sécurité du Fatah et prend le pouvoir. Il déclare que dorénavant, seul le Hamas gouvernera Gaza. Nous étions pris au piège. Soit nous acceptions de voir le chaos s'installer et nous les laissions nous tuer, faisant par là même échouer le processus démocratique, soit nous défendions notre légitimité acquise grâce aux élections. En quelques jours, le Hamas chasse de Gaza la garde présidentielle. C'était le scénario extrême. La fracture définitive avec deux pouvoirs, deux factions contrôlant l'une la Cisjordanie et l'autre la bande de Gaza. L'autorité d'Abbas est au plus bas. À sa prise de fonction, il avait promis de négocier la création d'un État palestinien. Or, il vient de perdre le contrôle de l'un des territoires clés de ce futur État. Peu de temps après, il se rend en Égypte pour un sommet avec des dirigeants de la région, dont le nouveau Premier ministre israélien. Abbas semblait politiquement mort. Nous avons décidé de le ressusciter, de le ramener à la vie. Ehud Olmert devient Premier ministre après qu'Ariel Sharon a été victime d'un accident cérébral dont il ne se remettra jamais. Contrairement à Sharon, Olmert a promis de négocier une paix directement avec les Palestiniens. Olmert était très différent de Sharon. Il avait été maire de Jérusalem, ce qui incluait Jérusalem-Est. Il avait par conséquent l'habitude de discuter avec les Palestiniens, avec les Arabes. Il savait qu'Abbas se trouvait dans une situation très difficile. Et il savait qu'Israël avait besoin d'une paix et qu'il fallait régler cette question une bonne fois pour toutes. لبدء مفاوضات سياسية جادة بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش بسلام وأمن بجانب جارتها دولة إسرائيل. Pendant ces discussions, l'un de mes assistants a surgi en disant « Monsieur le Premier ministre, on a besoin de vous. » C'était un appel téléphonique du chef des services secrets. Il me dit « Il y a une réunion en ce moment à Gaza avec 12 des leaders du Hamas. On a un F-16 avec une bombe d'1 tonne, prêt à tous les éliminer. Il me faut votre accord. » J'ai répondu « Je suis avec le président Moubarak, le roi Abdallah et le président Mahmoud Abbas. Si pendant que nous sommes réunis à Sharm el-Sheikh, nous assassinons, éliminons les dirigeants du Hamas, on les accusera d'avoir coopéré avec nous pour tuer des Palestiniens et pour eux, ce sera la fin. Je ne vais pas mettre mes interlocuteurs en danger, même pour un résultat aussi tentant. » J'ai dit non. Les chefs du Hamas à Gaza sont épargnés. Ces combattants renforcent leur capacité militaire et continuent à tirer des roquettes sur Israël. Malgré tout, Olmert et Abbas poursuivent leurs négociations de paix. En mai 2008, Olmert a un nouveau plan, qu'il présente en avant-première à la secrétaire d'État américaine. Le Premier ministre m'a invité à dîner.
Et à ma surprise, il m'a dit « Je veux un dîner en tête-à-tête, rien que nous deux. » Il y avait une table et 2 chaises. J'ai pris la parole. Quand les serveurs sont entrés, j'ai fait « oust » et ils sont sortis. Je le sentais un peu nerveux. Il y avait quelque chose d'inhabituel. Il a commencé en disant qu'il pensait que si nous voulions avancer, il devait faire une offre. Il ne l'a pas formulé ainsi, mais c'était presque la proposition définitive israélienne pour arriver à une solution à 2 États. Puis, il a commencé à décrire son projet. Olmert annonce à Condoleezza Rice qu'il est prêt à proposer à Abbas un accord, prévoyant un retrait israélien de 95% de la Cisjordanie. Il aborde même la question épineuse de Jérusalem et de ses sites religieux. J'ai dit que la partie arabe de Jérusalem serait incluse dans un État palestinien et deviendrait sa capitale. Et ensuite, que la vieille ville ne serait pas administrée par un seul pays, mais par un consortium comprenant l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Palestine, Israël et les États-Unis, sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations unies. J'ai pensé, voilà qui pourrait débloquer la situation. J'étais enthousiasmé, car c'était la première fois que je présentais ce programme dans toute son ampleur. C'était comme si ça jaillissait de ma poitrine, comme un volcan. Je prenais des notes à toute vitesse, en essayant de le suivre. Mais il accélérait au fur et à mesure qu'il avançait. Je savais que c'était un moment crucial. Mais avant qu'il puisse proposer son plan à Abbas, Olmert doit affronter un tout autre problème. The Israeli Prime Minister Ehud Olmert has denied allegations that he took illegal campaign contributions from an American businessman. The allegation essentially is that he received hundreds of thousands of dollars from a Jewish American financier who is known in the Israeli press as the laundryman. Comme nous disons en yiddish, c'est une langue émasée, c'est une longue histoire. Dès le premier jour de mon mandat de Premier ministre, tous mes adversaires politiques ont ouvert des enquêtes contre moi. Et je savais dès le début que, d'une certaine façon, le temps m'était compté et que je devais avancer le plus vite possible. Mis en cause dans une enquête policière, Olmert annonce qu'il démissionnera dès qu'on aura nommé son successeur. Il décide néanmoins de continuer à négocier avec Abbas. Nous sommes allés à cette réunion avec le président. Après avoir discuté un moment, Olmert a demandé au président de le suivre dans une autre pièce. J'ai présenté cette carte à Abbas. C'est la première fois que je la montre aux médias. Ici, il est indiqué « Annexé à Israël 4,9% du territoire de la Cisjordanie ». Ces parties-là, ces taches en bleu, devaient être annexées à Israël. Selon la carte d'Olmert, Israël se serait retiré de la majeure partie de la Cisjordanie. Les plus grandes colonies auraient été maintenues. En échange, les Palestiniens recevraient des terres israéliennes. Le projet prévoyait la construction d'un tunnel ou d'une autoroute entre Gaza et la Cisjordanie. Il m'a dit, « Monsieur le Premier ministre, c'est sérieux. C'est très, très, très sérieux. » Il a ajouté, « Donnez-moi cette carte. » J'ai répondu, « Uniquement si vous la signez. » J'ai dit, « Je vous en supplie.
Durant les 50 prochaines années, aucun dirigeant israélien ne vous fera une offre équivalente. Signez-la, signez-la. Ensemble, changeons l'histoire. Il m'a répondu, je dois la faire examiner par mon cartographe. J'ai dit, d'accord, retrouvons-nous demain matin avec vos cartographes et mes cartographes. Il a dit, parfait. On s'est donc quittés comme si on était à la veille d'une avancée historique. Nous avons pris congé et nous sommes montés dans la voiture. Le président m'a confié que Olmert lui avait dit que si nous acceptions cet accord, il était prêt à le signer avec nous. Et, bien sûr, nous avons ri. Car malheureusement, Olmert, même s'il était gentil, était un canard boiteux, comme on dit. Et nous avions tout intérêt à attendre le prochain Premier ministre. Mais avant qu'Israël ne trouve un autre Premier ministre, un nouveau président prend ses fonctions aux États-Unis. Il est très différent de ses prédécesseurs. America must play its role in ushering in a new era of peace. To the Muslim world, we seek a new way forward based on mutual interest and mutual respect. George Mitchell, l'envoyé spécial d'Obama au Proche-Orient, rend visite à Abbas. George Mitchell lui a demandé quelles sont les conditions pour entamer des négociations sur une solution à deux États. Le président a dit à George Mitchell que la construction des colonies devait s'arrêter. Car il est impossible de négocier avec quelqu'un qui grignote sans relâche votre territoire. Depuis Ramallah, on peut voir les colonies s'étendre. Mahmoud Abbas insistait sans arrêt sur ce point. L'impact visuel de ces colonies et des checkpoints qui protègent les colons, le morcellement du territoire et l'empiètement sur des terres considérées comme palestiniennes. Tout cela me discrédite, disait-il. Nous avons très clairement prévenu Mitchell. Si vous ne mettez pas un terme à l'expansion des colonies, cela tuera le processus de paix. Tout simplement parce que cette expansion est un processus en béton. En mars 2009, Benjamin Netanyahou devient Premier ministre en Israël. Il forme le gouvernement le plus favorable aux colons de toute l'histoire du pays. Moins de 2 mois après son entrée en fonction, il se rend à Washington pour sa première rencontre officielle avec le président Obama. Avec Netanyahou, qui était considéré comme beaucoup plus hostile à toute entité palestinienne, il fallait poser un cadre très strict dès le début. C'est dans cet esprit que nous avons voulu demander le gel des colonies. Le président soutenait entièrement cette approche. Obama demande 1 heure avec Netanyahou en tête-à-tête. J'attendais avec Gates, le secrétaire à la Défense. Au bout d'1 heure, un peu agacé, il m'a dit « Je fréquente la Maison-Blanche depuis des décennies et dans mon souvenir, je n'ai jamais vu un tête-à-tête durer aussi longtemps. » Nous n'étions pas inquiets, nous étions même ravis de voir cet entretien se prolonger. Mais Netanyahou en est ressorti crispé, blême. On sentait qu'il prenait sur lui, il restait très fermé. De retour à l'ambassade, dans une pièce sécurisée, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Netanyahou m'a raconté qu'Obama lui avait dit « Tu sais ce que je fais à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ?» Et il a passé son doigt sur sa gorge.
Netanyahou était choqué que le président des États-Unis s'adresse ainsi à un dirigeant allié démocratiquement élu. Obama exige de Netanyahou qu'il arrête les constructions dans les colonies. Plus une seule brique. Avec cette injonction, plus une seule brique, comment dire? Les Américains ont voulu porter un coup très violent à Netanyahou, sous la forme la plus brutale, celle d'un ultimatum, afin qu'il renonce à toute expansion ou construction dans les colonies. Ce plus une seule brique signifiait « on arrête tout ». Netanyahou finit par accepter un moratoire sur les constructions, mais uniquement pour 10 mois. Et il exclut la Jérusalem-Est occupée. Finalement, c'était une demi-victoire, mais comme cela dépassait nos attentes initiales, nous avons accepté. Hillary Clinton appelle Abbas pour lui faire part de la décision de Netanyahou. Il n'avait que des complaintes. Jérusalem-Est n'était pas incluse et la durée était insuffisante. Je lui ai répondu, vous devez vous décider. Soit on accepte et on entame des négociations sérieuses, soit vous refusez, à vous de voir. Il a dit que ça ne valait rien et que ça ne mènerait nulle part. Malgré les objections des Palestiniens, Israël annonce un gel de la colonisation pendant 10 mois, à compter du 25 novembre 2009. Abbas accepte finalement de rencontrer Netanyahou pour négocier une solution à 2 États. Il ne reste qu'un mois avant la fin du moratoire. في التقدم وفي نفس الوقت يعني لو ما رحنا حنتحمل مسؤولية إنه إحنا اللي أفشلنا القضية. Le lendemain, les 2 dirigeants retrouvent Hillary Clinton au département d'État. J'étais assise entre Netanyahou et Abbas, avec leurs 2 drapeaux derrière eux. J'ai dit assez clairement à Netanyahou que si nous faisions des progrès, il devrait prolonger le gel des colonies. Et j'ai fait comprendre à Abbas que s'il montrait sa bonne foi, plutôt que de faire un pas en avant et 2 en arrière, je ferais de mon mieux pour aplanir les grands sujets de discorde. J'ai cru alors percevoir, chez l'un et chez l'autre, les positions qu'ils allaient défendre et comment nous pouvions travailler avec eux. À 10 jours de la fin du gel de la colonisation, Netanyahou invite à Jérusalem Hillary Clinton et Abbas. Welcome President Obama, Secretary Blinken here. I think we should get on with it. Nous sommes entrés dans le vif du sujet, ce qui était encourageant. Abbas, pour la première fois, a accepté l'idée d'une présence internationale en Cisjordanie, dans le futur État palestinien, pendant une période de transition. Cette force internationale ne pouvait pas être une armée d'occupation israélienne, mais les Israéliens pouvaient y participer. Cette déclaration d'Abbas a été pour nous une véritable ouverture. Jusqu'alors, les Palestiniens avaient toujours refusé le maintien d'une force de sécurité après la création de leur État. Jamais il n'a dit, même si nous avons un État, vous aurez toujours des raisons de vous inquiéter pour votre sécurité. C'est la première fois qu'un président palestinien accepte qu'Israël joue un rôle dans le maintien de la paix dans un futur État palestinien. Très vite, les discussions portent sur la durée du mandat de cette force multinationale. Abbas a dit entre 1 et 3 ans. Netanyahou s'est esclaffé. Abbas a fini par proposer 5 ans. Mettons 5 ans. Ce n'était toujours pas assez. Netanyahou secouait la tête. Abbas a insisté. Mais dans combien de temps les Palestiniens pourront-ils prendre le contrôle de leurs frontières?
Netanyahou a aboyé. De nombreuses décennies, de nombreuses décennies. Et là, on a vu Abbas se recroqueviller, son visage se fermer. Et son langage corporel nous a fait comprendre que le processus était mort. Ce sera la dernière fois que Netanyahou et Abbas se rencontrent pour discuter de la solution à deux États. Après l'échec des pourparlers, les habitants de Gaza et de Cisjordanie descendent dans la rue pour réclamer une réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Depuis que le Hamas s'est emparé du pouvoir à Gaza, toutes les tentatives ont échoué. Ne sachant plus vers qui se tourner, Abbas envoie une délégation du Fatah rencontrer le Hamas en terrain neutre. Quand le peuple est divisé, les conflits redoublent. Mais quand on se voit, les points communs ressortent. Lorsque le Fatah et le Hamas se rencontraient, l'entente était excellente. Nous avons pu progresser parce que le Hamas, surtout sous la direction de Meshal, était pragmatique sur le plan politique. What happened today in Cairo is a great victory for terrorism. Those who want to eliminate us, those who practice terror against us, are not partners for peace. Le Premier ministre israélien n'est pas le seul à estimer qu'une ligne rouge a été franchie. Pour nous, la pire éventualité consistait à devoir négocier non seulement avec Abbas, qui était compliqué, certes, néanmoins sincère, mais désormais aussi avec le Hamas, qui refusait de reconnaître le droit à l'existence d'Israël et de renoncer à la violence. On s'est heurté à un mur. Un mois plus tard, l'accord entre le Fatah et le Hamas est rompu. Mais les négociations de paix avec Israël ont été arrêtées entre-temps. Or, Netanyahou négocie quand même avec le Hamas, mais sur un tout autre sujet. Shalom, אני גלעד בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל, שגר במצפה הילה. Le soldat israélien Shalit a été capturé pour que nous puissions faire libérer les Palestiniens emprisonnés dans les geôles israéliennes. Car nous savons, de par notre longue histoire, que seule la résistance armée peut faire plier cet ennemi. En décembre 2009, le Hamas a proposé au gouvernement israélien de libérer le soldat Gilad Shalit, capturé 3 ans plus tôt et détenu à Gaza. En échange, Israël doit relaxer 1 millier de prisonniers palestiniens. Parmi eux, il y a des terroristes condamnés à perpétuité. Netanyahou rejette cette proposition. Il y a eu de fortes pressions de la part des Israéliens pour qu'on revoie nos demandes à la baisse, mais nous n'avons pas cédé. À l'été 2011, Netanyahou doit affronter un nouveau défi. Le Premier ministre fait face à d'immenses manifestations contre sa politique économique. Il cherche un moyen de regagner sa popularité. Certaines personnes, surtout des conseillers en communication, dont le rôle est de penser à court terme, ont estimé que la libération de Gilad Shalit permettrait de couper court à la gronde et de calmer la colère de la rue. Les demandes du Hamas n'ont pas changé. Netanyahou convoque son cabinet pour un vote sur l'échange. Si des criminels enlevaient votre femme ou votre enfant, pardonnez-moi,
en vous disant « Payez-nous $1 million ou nous les tuons ». Et si la police était incapable de les libérer, vous vous en tiendriez à vos principes ou vous tenteriez de les faire libérer? Alors j'ai soutenu ce marché. Par instinct et par raison, j'étais contre cet accord. Mais parfois, tout le poids d'une décision repose sur le Premier ministre. Et lorsqu'il vous demande de le soutenir, en tant que ministre, vous le faites. J'ai dit alors, puisque c'était si important pour lui et que selon lui, nous n'avons pas le choix, je l'ai soutenu. Le cabinet accepte de libérer 1027 prisonniers, dont 280 purgent des peines de prison à perpétuité pour des attentats terroristes. Parmi eux, Yahya Sinwar. Arrêté en 1988, il a été condamné à 4 peines de prison à vie pour les meurtres de 4 Palestiniens qu'il soupçonnait de collaborer avec Israël. Les retrouvailles avec mon frère Yahya Sinwar ont été très émouvantes, car je ne l'avais pas vu depuis plus de 25 ans. Cinq ans plus tard, Sinwar prendra la tête du Hamas à Gaza. Il sera le cerveau des attaques du 7 octobre 2023.